je suis Chloé Toiti, fondatrice du cabinet Authentique Talent. Chez Authentique Talent, on accompagne des entreprises de tout secteur, de toute taille, de toute culture, sur les sujets d'identification, d'évaluation et de développement des talents, et également sur tous les sujets de performance collective. On est également distributeur de Hogan Assessment en France. Dans les épisodes précédents, on a invité des interlocuteurs de référence de la sphère RH et Talent Management qui sont venus partager avec nous leur expertise. Mais pour ces épisodes hors série, on est parti à la rencontre de dirigeants pour les interroger sur leur vision des enjeux people de demain. Aujourd'hui, je reçois Gérald Carsanti, ex-PDG de SAP, aujourd'hui Senior Advisor au sein de Calium Investissement, également professeur à HEC, auteur, coach et conférencier. Donc bonjour Gérald, merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce podcast. Bonjour Chloé. Gérald, je vais vous présenter pour les rares personnes qui vous connaîtraient pas aujourd'hui. Donc vous avez un parcours qui est impressionnant, faut le dire. Vous avez eu des fonctions de dirigeant au sein de bon nombre de structures que je vais citer, IBM, Capgemini, HP en France, à l'international, Oracle et SAP. Vous avez été et vous êtes encore professeur à HEC et ESCP également. Aujourd'hui, co-hôte d'un podcast de Radio Classique sur Grand Leader, les leçons de l'histoire. Et puis, vous êtes senior advisor au sein de Calium Investissement, membre actif de plusieurs conseils d'administration et notamment président d'une structure qui s'appelle Wooz et dont on vient de se parler. Absolument. Gérald, j'ai une question déjà pour démarrer. Je sais que vous intervenez régulièrement. Pour autant, j'aimerais que vous puissiez nous confier quelque chose que les gens ne savent pas sur vous. Alors, qui ne savent pas sur moi, il y en a plusieurs. D'abord, je suis un adepte du sport. Je fais beaucoup de sport. Donc, j'ai joué au rugby, j'ai fait de la boxe, j'ai fait des arts martiaux. Donc ça, je sais pas si c'est connu de tout le monde, mais en tout cas, j'adore le sport. Je suis un passionné de rugby en réalité. Le rugby, c'est vraiment presque une deuxième vie. Et en fait, en dehors de l'équipe de France que je suis et que je supporte évidemment à fond, je crois que j'ai une forme d'admiration pour les All Blacks. J'aime les All Blacks parce que au-delà du rugby que j'aime, il y a quelque part quelque chose d'un peu mythique et culturel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dépasse le sport. Et moi, j'aime cet aspect-là. Et ça me fascine. Donc, le match d'ouverture de la prochaine Coupe du Monde de rugby, c'est France All Blacks, ça va donner. Ça va être une belle affiche. C'est intéressant que vous preniez les All Blacks parce que c'est un exemple. On illustre souvent quand on parle de leadership, notamment, il y a quand même beaucoup de choses à prendre chez eux. Je pense qu'en tant que passionné de leadership, vous avez aussi beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pourriez alors c'est pas du tout une question prévue, mais ça m'intéresse. Quels éléments vraiment vous paraissent intéressants à retenir peut-être pour des organisations par rapport à ce qu'on voit sur les All Blacks? Les All Blacks et le rugby. Je pense que d'abord, l'aspect culturel est très important. Quand on regarde les All Blacks, en réalité, ils portent plus qu'un maillot. Ils portent l'histoire d'un pays. Le pays s'est construit en grande partie sur le rugby. Le rugby veut dire beaucoup pour tous les Néo-Zélandais. Il y a une forme de dignité qu'il faut avoir. Tout le monde ne peut pas le porter. Quand on l'a porté, on le porte à vie et même au-delà de sa carrière sportive. Donc, il faut en être digne et donc il y a quelque chose de très fort. Et je pense que on retrouve ça dans les entreprises. En tout cas, dans certaines entreprises où la culture joue beaucoup. Et les entreprises qui réussissent, de mon point de vue, sont celles qui ont une culture forte. J'ai eu la chance de travailler pour IBM. J'ai eu plusieurs jobs, comme on se le disait au début, en France, à l'international. J'ai vécu aux États-Unis et on a eu un président charismatique, pour le moins qu'on puisse dire, Lou Gerstner, qui est devenu un leader emblématique du siècle dernier et qui a écrit un livre qui a fait référence. Qui a dit qu'un éléphant ne pouvait pas danser? C'est peut-être pas le titre exact, mais en tout cas, c'était à peu près ça. Et il a écrit un livre de 800 pages qui explique la transformation d'IBM quand il est arrivé, comment il a transformé IBM. Et pourquoi je le cite? Parce que il dit on peut tout copier. D'une autre entreprise, on peut tout copier. On peut recruter les mêmes talents, des mêmes écoles, des mêmes universités. On peut copier les processus, les produits, les services. On peut tout copier. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas copier, c'est la culture. La culture est propre à chaque entreprise. C'est un peu comme la génétique d'une personne. Nous sommes uniques parce que notre génétique nous rend uniques. C'est pas la seule chose qui nous rend unique, mais ça en fait partie. Et moi, j'aime bien cette notion de rapport. Ensuite, évidemment, les entreprises apprennent dans un sport aussi beau que le rugby, l'entraide. Vous ne verrez jamais un rugbyman, même s'il a marqué 4 essais, vous ne le verrez jamais, mais vraiment jamais dire le match, on l'a gagné grâce à moi. Ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, si ça existe, j'ai jamais vu. Parce que il sait que pour aplatir le ballon derrière la ligne, il y a eu tout un ensemble de choses qui se sont passées, de joueurs qui se sont... C'est l'entraide, quoi, en fait. C'est vraiment l'esprit d'équipe. C'est un sport qui est rude, parce que c'est un sport qui est un sport de combat, quelque part. On peut pas réussir seul dans ce sport, même si, de temps en temps, il y a des joueurs qui s'illustrent et qui sortent de l'ensemble, quoi. Ils se distinguent. Mais la réalité,
c'est que c'est un sport d'équipe. Donc ça, évidemment, ça parle quand on est dans l'entreprise. C'est un sport où il faut être très courageux, parce que c'est pas simple, il faut s'entraîner beaucoup, il faut s'entraîner dur. Chaque rugbyman d'une équipe professionnelle est un équivalent d'un Mike Tyson du rugby, quoi. Il faut quand même dire que c'est des athlètes incroyables, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on veut être un dirigeant, c'est en tout cas ce que je dis aux étudiants d'HEC notamment et dans mes conférences, aujourd'hui, un dirigeant doit être solide mentalement et doit être solide physiquement, parce que c'est difficile, quoi. Ça bouge vite, le monde va vite, faut s'adapter, faut être en forme physique et il faut être alerte et il faut être agile. Donc, on peut prendre beaucoup de leçons du rugby. Ouais, c'est très intéressant. Puis à l'époque où on commence à parler de plus en plus de l'importance pour les dirigeants et pour les autres de prendre soin de leur santé mentale pour rester solide, hein. Je rejoins un peu votre expression, ça prend son sens vraiment dans cet exemple. Alors du coup, je vais transposer, partir directement dans le monde des entreprises, qui est forcément le monde que vous connaissez extrêmement bien. Aujourd'hui, la question qui m'intéresse le plus, c'est votre point de vue de dirigeant. Quels sont les enjeux sur le plan humain auxquels les entreprises vont devoir se préparer pour le futur? Alors, je pense que il y a quelque chose d'assez paradoxal, en fait, quand on imagine le futur. Hier, j'étais à une soirée et je discutais avec un médecin et il me posait la question de savoir quel usage va-t-on faire de la technologie, notamment de l'intelligence artificielle. C'est le sujet qui revient actuellement. Absolument. Alors, je lui disais, en fait, j'ai connu tellement de ruptures dans ma carrière où on me prédisait que la prochaine révolution technologique allait mettre le monde par terre, tout le monde serait au chômage, ce serait une sorte de dévastation humaine, et ça ne s'est jamais produit, bien au contraire. Ce qui est certain, il faut bien l'admettre, c'est que les ruptures technologiques entraînent des sortes de déclassement de certaines populations. C'est-à-dire qu'il est clair que plus la technologie évolue, et plus on monte en valeur. Donc il y a des métiers qui sont à faible valeur ajoutée, qui eux se retrouvent soit remplacés, soit modifiés profondément, mais la plupart du temps ils disparaissent. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si les États, parce que là on rejoint le rôle des gouvernements et des États, s'ils sont capables d'anticiper ce genre de choses, c'est à ça que sert l'école, c'est d'adapter finalement les populations aux évolutions de demain. Donc si c'est fait, on a des chances de limiter les dégâts. Mais dans tous les cas de figure, l'évolution technologique est un atout. On vit mieux aujourd'hui, en 2023, qu'on vivait il y a 100 ans. On vit mieux, on vit plus longtemps, en meilleure santé, on va plus loin, plus vite. On a accès à des soins, on peut aller passer des vacances à l'autre bout du monde. Enfin, la vie est quand même beaucoup plus sympa de ce point de vue-là. Maintenant, je mets un bémol sur une autre question. Chacun va y donner sa réponse. Est-ce que pour autant on est plus heureux avec la technologie? Ça, c'est une autre chose. Mais sur le plan de l'individu, la technologie a apporté un plus indiscutable. Donc moi je dis c'est plutôt bien. C'est vrai que l'intelligence artificielle a un côté qui fait peur parce qu'on se dit que du coup elle peut vraiment définitivement remplacer des humains. C'est-à-dire qu'elle peut ne même pas donner naissance à de nouveaux potentiels jobs. Moi je n'y crois pas. Je pense que ça va sans doute être beaucoup plus brutal que les révolutions précédentes. On n'y est pas encore. Elle va s'installer, ça va prendre quelques années, peut-être 10 ans, mais on va y aller. Et est-ce que ça créera des potentiels? J'en suis certain. Je pense que ça créera des potentiels. Par contre, et c'est là qu'est le paradoxe, c'est que moi je crois que le plus grand enjeu pour la société de demain, c'est de bien appréhender ces technologies, les risques associés, et de les maîtriser. Il est évident que quand on voit déjà, et ça je suis bien placé pour le savoir parce que en tant que dirigeant je l'ai vu, et en plus alors j'ai vu des générations d'étudiants dans différents endroits. Je pense qu'aujourd'hui, on prend un jeune diplômé d'une école de management, d'université ou d'école d'ingénieur, on écrit moins bien, on fait plus de fautes. Moi, c'est quand même assez fréquent de voir des notes faites par des bac+5, donc des personnes très intelligentes, mais qui font des fautes. Et des fautes grammaticales sérieuses. Donc, c'est sûr que les réseaux sociaux n'aident pas, la vitesse qu'on doit avoir pour faire des messages très rapidement n'aide pas. Mais alors du coup, avec des technologies comme évidemment ChatGPT dont tout le monde parle, là on se dit on aura encore moins besoin d'écrire. Oui, alors d'une part, mais il y a un autre risque, c'est que du coup, c'est même plus l'écriture qui est en jeu, c'est même la logique et la compréhension, le raisonnement. C'est-à-dire, est-ce qu'on va fabriquer entre guillemets des générations d'enfants qui vont vivre assistés sans même s'en rendre compte, parce que on se rend bien compte que cette technologie que je viens de citer n'est que le début. Il y en aura plein d'autres. J'ai testé par moi-même pour voir un peu l'outil. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Vous posez une question, vous avez à peine fini d'écrire votre question et de faire entrer, que déjà la réponse arrive.
Et elle arrive, et franchement, c'est pas idiot, quoi. C'est cohérent, c'est structuré. Donc on se dit, pour les enfants de demain, et même d'aujourd'hui, c'est tentant, hein, de se dire, n'importe quelle question, je la mets dans le système, j'ai ma réponse, je fais un copier-coller, ou je change 2-3 choses. Voilà. Mais là, du coup, c'est pas tant entre guillemets, la triche qui est un problème. On peut la sanctionner si on veut à l'école, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il est bien ailleurs. L'enjeu, c'est de fabriquer, entre guillemets, mais de fabriquer une génération d'enfants qui n'aura pas appris à penser. La beauté des études, c'est pas tant, comme on le dit et répète, les diplômes. Bien sûr que les diplômes sont importants et ouvrent certaines portes. Mais c'est aussi que pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou moins ou plus, vous apprenez à raisonner. Et moi, je crois à ça. Je crois que, en fait, fondamentalement, les études forgent un esprit d'analyse, de compréhension. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il ne faut pas perdre. Et finalement, je fais le parallèle, parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que les États vont devoir anticiper la transformation des métiers liés à ces évolutions technologiques pour faire évoluer aussi les formations académiques. Au niveau de l'entreprise, les dirigeants vont devoir aussi anticiper l'impact de tous ces nouveaux outils sur les métiers de l'entreprise pour identifier ceux qui vont se transformer et comment peut-être. Vous parliez de comment est-ce que les enfants vont développer la pensée critique, finalement, quelque part. Comment est-ce que les personnes qui sont en poste vont pouvoir se développer? Comment est-ce que les entreprises vont pouvoir accompagner ça? Les entreprises ont un rôle majeur parce qu'en fait, aujourd'hui, déjà, on passe le plus clair de notre temps au travail. Donc, c'est quand même là, c'est un des sièges de notre vie. Hein, donc, les entreprises ont un rôle à jouer colossal. Elles le jouent déjà, hein, parce qu'en fait, quand vous regardez la façon dont les entreprises forment, accompagnent les cadres, les employés pour les faire évoluer, la formation joue un rôle colossal. Mais aujourd'hui, on voit bien que on peut pas laisser à l'institution étatique, c'est-à-dire au ministère de l'éducation de chaque pays. Non, je pense qu'il va y avoir une espèce d'une collaboration. L'école va s'occuper des premières années de formation. Ensuite, les grandes écoles, les universités prennent le relais pour construire les esprits dont on a besoin pour accompagner la croissance des entreprises. Mais les entreprises vont devoir jouer un rôle d'adaptation très important. Et même, je crois que de plus en plus, nous verrons des pôles, comme ça existe aux États-Unis en réalité, hein, des pôles d'éducation et industriels. C'est-à-dire, c'est un peu Paris-Saclay, vous voyez, où des écoles se retrouvent, mais je pense qu'ils se retrouveront avec des centres de recherche aussi, et puis des entreprises qui participeront sur un plan capitalistique, mais qui participeront aussi sur un plan contribution, en finançant des chaires, et ça va se multiplier. Et donc, on n'aura plus, je l'espère en tout cas, qu'un jour, nous n'aurons plus forcément cette rupture entre les grandes écoles et les universités, mais je pense qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus agrégé, comme aux États-Unis, sur les campus. Quand mon fils a fait un master aux États-Unis, la première fois que j'y suis allé, sur le campus, c'était Duke University. C'est juste incroyable, quoi. C'est une ville, quoi, en fait. On circule du bloc juridique vers le bloc économique, on prend un bus, quoi. Mais un bus, parce que le campus est tellement grand que comment lutter quand on voit la façon dont nos écoles sont organisées, nos universités sont organisées en Europe, on voit bien que il faut une masse critique. Il faut une masse critique parce que c'est une masse critique intellectuelle, c'est une masse critique de recherche, et il va falloir tout réorganiser de ce point de vue-là. Et l'alliance entre des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, des universités, des centres de recherche, des entreprises, fera qu'on aura la capacité vraiment de peser et de faire la différence. Ça, j'en suis convaincu. C'est hyper intéressant cette question d'alliance et de réussir à mettre les différentes forces complémentaires ensemble. Il y a un autre sujet quand on parle des enjeux de demain pour les entreprises sur le plan humain qui me vient et sur lequel j'ai vraiment envie d'avoir votre avis parce que je sais que je vous ai entendu déjà en parler. La question qui se pose, c'est comment est-ce que demain, et c'est un autre sujet, hein, mais comment est-ce que demain on va attirer, manager et retenir des générations qui sont construites autrement, justement, on est en train de se le dire. Il y a des attentes qui évoluent beaucoup de leur part vis-à-vis de ce que doivent leur apporter les entreprises. C'est quoi votre avis là-dessus? C'est une question intéressante parce que en fait, c'est la question que se posent toutes les entreprises. Il eut un temps où en fait, on rentrait dans une entreprise pour y rester. Oui. Alors c'est encore, faut pas dire le contraire, hein, c'est encore, personne rentre dans une entreprise en disant je vais la quitter. Non mais on se projette moins loin peut-être. Voilà, la réalité c'est qu'on ne rentre pas dans une entreprise en se disant je vais y passer toute ma vie. En tout cas, c'est mon objectif. Non, personne fait ça. Aujourd'hui, on rentre dans une entreprise parce c'est la notion même de leadership. La définition la plus courte du leadership que je connais, je le dis souvent, c'est un leader, c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre. Et dedans, il y a la notion de leader, bien sûr. Il y a la notion de suivi, puisqu'on peut pas être un leader si on n'est pas suivi. Mais il y a l'envie surtout. Le leader, c'est celui qui génère l'envie. Et il faut générer le désir. C'est exactement la même chose au-delà de l'individu, d'une entreprise. Pourquoi telle entreprise vous a attiré plutôt qu'une autre? Parce qu'elle a su mettre en avant des points qui vous séduisent.
Si ces points disparaissent, vous pouvez potentiellement être attiré par une autre entreprise. Moi, je pense que c'est beaucoup lié aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux nous amènent à avoir la bougeotte. On bascule d'une image à une autre, d'une vidéo à une autre, d'un texte à un autre, d'un échange avec quelqu'un à un autre. Et je pense que c'est en train de diffuser sur tout. Les achats, notre façon de consommer, et puis notre façon de travailler. Et donc, c'est pas qu'on a la bougeotte, c'est que les jeunes n'ont pas la bougeotte particulièrement, mais c'est simplement qu'ils ont une exigence. Donc, comment les entreprises vont pouvoir pallier à ça, en tout cas trouver des solutions? Je pense qu'elles vont devoir se concentrer sur le sens. C'est-à-dire que, on le dit, c'est un mot un peu galvaudé, mais il a beaucoup de sens, c'est le cas de le dire. Ouais. Parce que je crois qu'il va falloir donner une raison d'être à son entreprise, à ce que l'on est, à ce que l'on fait, à ce que l'on veut véhiculer comme message. C'est ce qui donne de la valeur. Et si on le fait, eh bien, ça résonne dans la tête des personnes. Et elles se disent, j'ai envie de travailler pour cette personne, j'ai envie de travailler pour cette entreprise et pas une autre. Et ça fait toute la différence. Donc, il faut travailler là-dessus. Évidemment, vous ne coupez pas à avoir de bonnes conditions que vous offrez, etc. Mais ça, c'est pas ça qui fait la différence, parce qu'il y a plein d'entreprises qui sauront mettre de l'argent sur la table pour garder un talent. Toutes les entreprises n'ont pas la capacité d'attirer et d'être séduisantes d'une certaine façon. Oui, ce que j'allais vous demander, en fait, c'était une des questions suivantes, c'était finalement, en quoi est-ce que ça se transforme vis-à-vis d'aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment, pour avoir justement dirigé des entreprises depuis un certain nombre d'années déjà, que la recherche de sens est plus importante aujourd'hui et que du coup, cette importance d'identifier, de promouvoir la raison d'être, c'est vraiment plus fort aujourd'hui et on va pas pouvoir y couper? Je pense qu'en réalité, elle a toujours existé. Parce que quand on regarde des entreprises comme Michelin, c'est pour citer au hasard, mais c'est un bon exemple, parce que c'est une belle entreprise française, en plus qui vient de région au départ, de Clermont-Ferrand, on voit bien que les fondateurs, depuis l'origine de l'entreprise, ils ont cherché à lui donner une existence basée sur une histoire, sur quelque chose, sur une culture. Donc le sens était là. Et d'ailleurs, on le sait, les salariés de Michelin sont très fiers d'y travailler. Donc je crois qu'elle a toujours existé. Je pense que simplement, on est dans une société, encore une fois, qui est très compliquée, où on est un peu noyé sur la masse d'informations. Regardez ce qui se passe avec les réseaux sociaux, les chaînes continues, etc. On est noyé sur tout ça, et on finit par ne plus distinguer l'important du futile, et les entreprises n'y coupent pas. C'est-à-dire qu'elles, finalement, dans l'urgence de produire des résultats, dans l'urgence de démontrer, de répondre à des sortes de convocations, on nous dit voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut avoir tant de choses, tel pourcentage sur telle chose, etc. Elles finissent par oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est de cultiver les raisons qui font qu'au départ, l'entreprise s'est lancée. Pourquoi? Comment elle a évolué? Pourquoi elle a évolué? Une culture n'est pas statique, elle est dynamique, mais la base doit rester quand même là. Vous voyez ce qui a fait le succès? J'ai travaillé pour Hewlett-Packard à l'époque où c'était un seul bloc. Ce qui a fait le succès de Hewlett-Packard, en grande partie, c'est sa charte et sa charte culturelle qu'on appelait la HPWay. La HPWay, dans tous les bouquins de management, ça a occupé beaucoup de pages des livres de management parce que quelque part, les deux fondateurs de Hewlett-Packard ont réussi à regrouper, à attirer, à fédérer autour de cette culture HPWay. Et c'est assez marrant parce que quand je suis rentré chez HP, moi qui avais vu, j'étais chez IBM, c'était le concurrent, j'étais assez curieux de comprendre enfin ce qu'était la HPWay. Quand je suis arrivé comme PDG d'HP France, je me suis dit tiens, je vais comprendre ça déjà. Donc je l'ai lu et j'ai été très surpris de voir que pratiquement personne savait ce qu'était la HPWay. C'est-à-dire que tout le monde se faisait une idée de ce qu'était la HPWay, personne ne savait vraiment la définir. Donc c'est-à-dire que tout le monde avait redéfini ce qu'était la HPWay, c'est-à-dire la culture de l'entreprise, sur la base de ce qu'il souhaitait et pas sur la base de ce que les fondateurs avaient mis dedans. C'est très drôle, parce qu'en fait, tout le monde voyait la HPWay comme une charte genre mai 68, vous voyez, la révolution culturelle, on est là pour vivre, on n'a qu'une vie, etc. Faut du bien-être dans l'entreprise. Alors, il y avait des choses là-dessus, mais l'essentiel était basé sur l'innovation et la recherche de résultats. C'était surtout ça que les fondateurs avaient mis dans la charte. Mais n'empêche que, peu importe ce qu'il y avait dedans, la réalité, c'est qu'une charte, elle est culturelle, on revient au sujet du début, et ça fait toute la différence. Oui, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on discute beaucoup avec des entreprises qui redéfinissent un peu leurs valeurs, leur culture à chaque changement de direction, finalement, quelque part, et parfois encore plus souvent. Et les candidats, en fait, s'interrogent souvent sur est-ce que tout ça, ça a été écrit ou est-ce que tout ça, est-ce qu'on le ressent quand on va vivre dans l'organisation? Vous savez, en fait, le point est très intéressant parce que quand on vous explique une charte de l'entreprise, toutes les entreprises ont finalement 3 ou 4 principes, des fois un peu plus, des principes qui caractérisent les valeurs de l'entreprise. Quand on vous les
donne, c'est quand même rare que vous vous disiez ça a pas de sens. C'est quand même très rare. En général, vous trouvez que toutes les chartes, toutes les valeurs qui sont données sont plutôt intéressantes et vous vous y retrouvez. Ce qui est plus intéressant, c'est quand vous voulez travailler dans une entreprise, quand vous voulez faire des affaires avec elle, comprendre sa culture est très importante. Ce qui est intéressant, c'est de dialoguer avec des salariés ou des partenaires. Et vous allez vite voir si cette culture, c'est une culture de papier ou si c'est une culture de vécu. Ça fait toute la différence. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on disait au début, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais est-ce qu'elles sont vraiment ressenties, vécues, exprimées? Ça, c'est autre chose. Oui, j'aime bien l'expression de culture de papier ou de vécu. Je pense que ça illustre très bien le concept. Aujourd'hui, on a des gens qui nous écoutent, qui sont dirigeants de structures de grande taille, de plus petite taille, avec un fort niveau de maturité, au contraire beaucoup plus récent. Qu'est-ce que vous auriez envie de recommander à un dirigeant qui commence à s'intéresser et à anticiper les enjeux humains de demain? C'est quoi les 3 conseils que vous pourriez lui donner, s'il y en a 3? Déjà, de ne pas tricher. Moi, j'ai pas de leçon à donner parce que c'est un sujet super compliqué. D'abord, il n'y a pas de leçon parce que d'abord, c'est un sujet qui est propre à chaque entreprise et à chaque secteur. Et surtout à chaque entreprise. Donc, c'est le dirigeant lui-même qui sait le mieux ce qu'il a à faire. Mais si je pouvais en tout cas donner 3 avis sur ce que moi j'ai vécu, la première, c'est de ne pas tricher. Il faut toujours être authentique et d'autant plus quand vous parlez à des femmes et à des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est pas un discours marketing, c'est une réalité. Si vous dites des choses que vous ne pensez pas ou vous dites des choses que vous ne faites pas, les salariés vont pas mettre longtemps à le savoir. Et là, le boomerang, il arrive instantané. C'est très dur parce que on peut vous pardonner de ne pas avoir fait des choses. On n'est pas parfait. Mais on peut difficilement vous pardonner d'avoir promis des choses que vous ne faites pas. Ça, c'est pas la même chose. Donc, je pense qu'il faut être authentique, il faut être réel. Donc, il faut simplement dire ce que vous avez en tête et la façon dont vous allez le mettre en place. Et la vitesse est importante. Vous savez, dans la vision que l'on peut avoir, un leader doit définir une vision, bien sûr, c'est peut-être sa première tâche, mais surtout, il doit définir la vitesse à laquelle il va la mettre en place. Et pourquoi? Parce que c'est un repère pour les salariés. Si vous dites, on va s'attaquer au marché américain, et puis que 5 ans plus tard, il n'y a rien, vous perdez votre crédibilité. Si par contre vous mettez des étapes et vous dites on va faire ça à telle date, on va faire ça à telle date, et que les personnes qui vous entourent voient que finalement, étape par étape, avec plus ou moins de retard, vous suivez votre plan. Vous gagnez en crédibilité de façon énorme. Donc moi je dirais bien réfléchir, mettre ça à l'agenda et être loyal et fidèle avec la parole donnée. Moi c'est la première chose que je peux dire de mon expérience. La deuxième chose c'est qu'il faut miser sur la formation. C'est une absurdité de penser que parce qu'on est sorti d'une grande école ou d'un diplôme plus ou moins prestigieux, l'affaire est faite. L'affaire n'est qu'au début. C'est-à-dire qu'après, il faut quasiment mettre ça de côté et se dire que c'est là qu'on commence vraiment à apprendre. Moi, encore une fois, je pense que la formation initiale, la formation universitaire, c'est un apprentissage pour former l'esprit. La vraie formation commence quand on arrive sur le monde de l'entreprise. Ou d'ailleurs d'un gouvernement, enfin d'un État, d'une fonction publique, d'une association, peu importe, quand on arrive en activité. Donc la formation me paraît être un élément, pour moi, vital, d'accompagner ce mouvement, parce que comme on se l'est dit, le monde est en train de changer, la technologie bouscule tout, les marchés changent, la réglementation change, tout change. Donc, formation, deuxième point que j'ai retenu. Okay. Et puis le troisième point, c'est l'aspect culturel, j'y reviens, mais que je vais étendre un petit peu. Les femmes, je pense que on va aller immanquablement, ça c'est un de mes sujets favoris, mais c'est vrai que je le fais pas parce que je veux plaider pour la cause des femmes, je le fais parce que c'est une conviction profonde que j'ai. Je suis persuadé que le monde que nous avons est gouverné par des hommes, il a été fabriqué par des hommes pour des hommes, avec des succès, il faut bien l'admettre, hein, il y a des hommes incroyables. Dans Grand Leader, les leçons de l'histoire que nous faisons avec Franck Ferrand sur Radio Classique, on a des personnages femmes, mais on a beaucoup de personnages hommes, et on voit bien qu'il y a des hommes qui ont changé aussi la donne, bien sûr. Mais quand même, je fais quand même le constat, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je fais le constat quand même que globalement, les plus grandes catastrophes qui sont arrivées dans ce monde, et depuis, on va dire, si on prend les 5000 dernières années, qui sont les 5000 années importantes parce que c'est celles qu'on peut réellement maîtriser, parce qu'il y a la notion d'écriture, on a des traces, on a une historiologie, donc on sait tracer les choses. On sait surtout que les hommes ont entraîné beaucoup de guerres, de massacres, de pogroms, de destruction, et ils ont fait de belles choses encore une fois, mais beaucoup de malheurs. Et je me dis que ça vaut le coup de tenter un monde où les femmes, à défaut d'être dominantes ou les seules représentées,
on serait à l'équilibre. Ce serait bien d'essayer, quoi. Parce que là, quand on met une ou deux femmes, on voit une ou deux femmes arriver à la tête d'une entreprise du CAC 40 et puis des États, on se dit ça y est, l'affaire est faite. Non, on est qu'au début. On sera bien quand sur les 40 entreprises du CAC 40, il y aura 18 femmes ou 18 hommes et inversement. Et on en est loin. On est loin du compte. Et quand on aura dans le SBF 120, même proportion, etc. Là, on pourra vraiment commencer 10 ans après ce type de nomination. On verra les impacts que ça peut avoir. Et ceci est vrai au niveau des gouvernements et des États. Il y a de grands personnages. Encore une fois, dans notre émission, on le fait. On a montré des grands personnages et des femmes parfois qui sont en première ligne, des femmes qui sont plus influentes que d'être en première ligne, mais elles font vraiment la différence. Donc je crois à ça. Je crois aussi à la diversité culturelle. Je pense qu'on est dans un monde où il va falloir accepter que le modèle occidental, le modèle qui est le nôtre, on va dire, qui regroupe l'Europe, l'Amérique du Nord, c'est le modèle occidental, n'est pas la seule référence, et loin s'en faut, puisque je crois que cette partie-là du monde représente 14% de la population mondiale. C'est-à-dire, elle est minoritaire. Et que, en plus, d'autres parties du monde, la Chine bien sûr, l'Inde et d'autres parties du monde, l'Amérique du Sud, l'Afrique est en train de se transformer. Je pense que l'Afrique va jouer un rôle majeur dans les 10, 15 ans, 20 ans qui viennent. Ces autres continents ont d'autres cultures. Est-ce que notre culture est supérieure à celle des autres ? Je pense que beaucoup d'Occidentaux le pensent. Ils pensent que tout le monde devrait adopter notre culture parce qu'elle est supérieure, mais la réponse est non. La réponse, c'est que si vous vous mettez dans une culture arabo-musulmane, vous vous mettez dans une culture asiatique, vous vous mettez dans une culture, une autre culture que la nôtre, vous voyez les choses très différemment. Et le même problème, vous n'allez pas l'analyser de la même façon. Dans mon parcours international, j'ai eu la chance de manager de très grosses organisations sur le plan international. J'ai vu à quel point une note envoyée par un dirigeant d'une grande entreprise, par exemple américaine, à travers le monde entier à tous ses salariés, ne sera pas analysée et vécue de la même façon par un Japonais, un Égyptien, un Brésilien, un Allemand ou un Canadien. Chacun la verra en fonction de sa culture, en fonction de la religion qu'il a eue ou même s'il n'en a pas, qu'il soit athée ou qu'il ait une religion, ça joue dans son apprentissage et dans ce qu'il est, la façon dont il a interagi toute sa vie, la façon dont il s'est construit. Tout le monde verra les choses différemment. Et nous, on pense que notre vision du monde est la bonne. Non. Et donc, le dirigeant, moi, je dirais que doit intégrer cette culture. C'est intéressant ce point, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de diversité. Alors, on parle de diversité de genre ou culturelle, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui en parlent, qui s'engagent aussi à progresser sur ces sujets-là. Et en même temps, force est de constater que ça prend quand même pas mal de temps et que il y a aussi un sujet sur comment est-ce qu'on va intégrer, je pense, des femmes dans des équipes de direction, etc., au-delà même des quotas. Et ça a l'air alors je vais dire patiner, hein, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça n'arrive pas aussi vite que prévu. À votre avis, c'est quoi les freins ? C'est-à-dire même quand vous avez un dirigeant qui se dit que la diversité c'est plutôt une bonne chose, qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas plus vite que ça ? Parce que d'abord, aujourd'hui, le monde est d'entre les mains, on va dire, des blancs. Si on prend la France, c'est le modèle classique de l'homme blanc qui arrive s'il a des postes importants, qui arrive à une cinquantaine et plus. Et donc, c'est un modèle très figé, et figé depuis longtemps. Et j'ai jamais vu dans une table ronde, une conférence à laquelle j'ai assisté sur ces sujets notamment, jamais vu un dirigeant venir dire... c'était quand même mieux quand les femmes étaient à la maison et que nous, on travaillait. Mais j'ai jamais vu ça. Tout le monde arrive en disant, mais il faut une diversité, c'est évident. Et quand vous allez dans son entreprise, c'est pas si évident que ça, par contre. Et pourquoi ? Parce que les hommes, ils tiennent le pouvoir et que c'est difficile de le lâcher. Donc, on est toujours d'accord pour que les femmes ou la diversité autre, culturelle dont je parlais tout à l'heure, prennent des postes importants, mais plutôt dans la maison d'à côté. Quand il s'agit de la nôtre et de notre siège, c'est autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que récemment, je discutais avec des jeunes qui avaient une trentaine d'années et qui sont en passe de s'installer, on va dire, d'envisager des enfants à la maison, etc., d'avoir une maison, d'acheter, de s'installer. Finalement, ils étaient plusieurs, mais peut-être que c'est pas vrai en général. J'ai pas fait d'analyse, donc je peux pas. Mais c'est ce que j'ai constaté 2-3 fois, que en fait, ils ont une sorte de quelque part que les femmes aient une ambition, parce que c'est le cas. Aujourd'hui, les femmes revendiquent leur ambition. Elles n'ont plus de crainte à dire « je veux faire carrière, je veux gagner de l'argent, je veux me faire plaisir,
il y a des choses que je veux faire, des choses que je veux pas faire. Et si on a des enfants, eh ben, on va partager les tâches, etc. Donc ça, je crois que c'est tout à fait nouveau. Et j'ai constaté que certains hommes, pas tous, jeunes hommes, hein, finalement, ils ont le modèle de leur père en référence. Puis ils se disent finalement, ce modèle était pas si mal que ça. Parce que finalement, les femmes qui ont autant de revendications, c'est compliqué à gérer, parce que forcément, on a moins de temps. Alors ça m'a un peu surpris. Mais c'est pas le cas de tous les jeunes, hein, loin s'en faut. Mais ça veut dire que on est en transition. C'est ça, en fait, la vraie conclusion à tirer. C'est que ces jeunes-là ont connu une génération de pères, voire de grands-pères, qui étaient dans un modèle, on va dire, dominant, avec des dirigeants narcissiques dominants. Et donc, c'est la référence au modèle du passé. Mais qui avait aussi des vertus. Donc, ils se réfèrent à ça. Mais ce monde-là va disparaître. Et avec la génération des baby-boomers, etc., tout ce monde-là, la génération X, et tout ça va disparaître. Et après, le référentiel sera un référentiel, je le crois, j'espère ne pas me tromper, un référentiel où les hommes et les femmes partiront sur le même point de départ et avec une recherche d'équilibre dans la vie personnelle et qui se traduira par un équilibre sur le plan professionnel. Ouais. Et là, on aura changé la donne. Tant qu'on n'a pas atteint ce stade-là, on n'a pas changé la donne. Moi aussi, j'espère que ça va bouger, mais force est de constater que c'est assez long, dans certaines organisations, notamment. Alors, ma question suivante, je rencontre régulièrement des directeurs des ressources humaines qui me disent, qui sont convaincus, en fait, par tous ces sujets, par l'importance de développer, former en continu les équipes, de promouvoir la diversité et l'inclusion, d'investir, en fait, sur tous les enjeux humains, et qui parfois peinent à faire prendre conscience leurs dirigeants, qui parfois sont peut-être plus à l'aise avec les dimensions, j'en sais rien, financières, projection, business des entreprises, etc. Donc, ils peinent à les convaincre. Quel conseil vous aimeriez donner à un DRH qui a envie de convaincre son dirigeant? Quel type d'argument il va pouvoir utiliser? En fait, le principe, c'est que le dirigeant, il est mis à rude contribution et sous pression. Il faut bien le dire. Le patron d'une entreprise du CAC 40 ou d'une entreprise du SBF 120, encore plus s'il est coté en bourse, il doit produire des résultats. Il a la pression des actionnaires, de son conseil d'administration, des marchés, des médias, de tout le monde. Donc, c'est très compliqué. Et le réflexe des dirigeants, c'est pas un réflexe, c'est un peu normal. Ils essayent de se dire, il y a deux façons de dégager de bons résultats, c'est d'augmenter la ligne vers le haut, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, la croissance, et puis de limer autant qu'on le peut les coûts. Or, les coûts dans l'entreprise, c'est quoi? Les principaux coûts, c'est l'immobilier et c'est les ressources humaines. Donc, dès lors que vous touchez aux ressources humaines, vous touchez à une poche qui est très importante. Donc, ce qui explique une partie de la prudence. C'est pas la réticence, parce que je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants sont convaincus aussi. Mais il y a une forme de prudence. Donc, pour un DRH, ils sont tous convaincus. Face à un patron qui résiste un peu, entre guillemets, ça existe, sans doute, je pense que il faut structurer. Ça a été longtemps le cas de l'informatique. On parle pas de la même chose, mais les ressources humaines, ressources informatiques. Alors, ressources informatiques, moi j'ai connu cette époque où l'informatique c'était vu comme un centre de coûts. Ça s'appelait comme ça, on appelait ça un centre de coûts. C'est-à-dire que les dirigeants, ils s'en occupaient, mais pas du tout. Ça les intéressait pas du tout. Ils disaient non, mais j'ai quelqu'un qui s'occupe de l'informatique, on n'y comprend rien, c'est mis dans un coin, c'est le mal nécessaire. Voilà, c'était le mal nécessaire. Et regardez aujourd'hui. Vous n'avez pas un dirigeant d'entreprise de n'importe quelle taille qui ne va pas parler sur les plateaux de télévision ou de radio de la façon dont il transforme l'entreprise, de la souplesse du digital, de ce que ça apporte en flexibilité, en agilité. Il n'y en a pas un seul qui ne fait pas ça. Ils font tous ça. C'est devenu le centre névralgique de l'entreprise, c'est devenu l'aspect stratégique. Et je pense que sur le plan humain, on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire que c'est pas le mal nécessaire, bien sûr, parce que ce serait totalement faux, mais c'est quand même un centre de coût important. Et je pense que pour ceux qui hésitent encore, il faut qu'ils prennent conscience, et donc les DRH ont un rôle majeur à jouer là-dedans, à leur faire comprendre qu'il y a une catapulte financière à investir sur les hommes et les femmes. C'est-à-dire que quand une entreprise est dotée d'un capital humain motivé, dynamisé, et avec la volonté de servir une cause, un sens, et finalement un objectif d'entreprise, mais votre entreprise, et l'énergie et la capacité de succès est multipliée par 10. C'est une évidence. Et quand vous avez inversement, si vous regardez bien l'entreprise qui peine, qui est à la remorque, alors évidemment, il y a des fois des conditions de marché qui le justifient, mais la plupart du temps, c'est quand cette alchimie n'est pas créée. C'est tout le temps la même chose. Donc, j'ai toujours cru à ça.
Je pense que si on ne peut pas gouverner une entreprise en se disant que la seule chose qui va compter, c'est les technologies, c'est les processus, c'est des solutions, on va dire, logiques et rationnelles. Bien sûr que c'est important. Voilà, on va dire ça. Une entreprise qui n'a pas de processus, qui n'a pas d'outils, qui n'a pas de technologie, elle a peu de chances de réussir. Mais si elle n'a que ça, alors elle va pas réussir. Il lui faut du capital humain. Merci, ça va bien dans notre sens et on a des études qui font le lien entre le taux d'engagement et la performance des entreprises, donc ça ne fait qu'illustrer cet élément-là. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez voulu que je vous pose aujourd'hui pour parler du futur des enjeux humains dans les entreprises que je vous ai pas posé et un élément que vous aimeriez rajouter? Non, sincèrement, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. C'est un sujet infini. Je pense quand même mais il y en a une qui me vient comme ça. C'est peut-être que pour la France, c'est un magnifique pays. On le voit bien, il y a des entreprises qui ont un rayonnement international mais globalement, même si ça a progressé, je pense, les jeunes générations, et c'est vrai depuis longtemps, ne sont pas préparés forcément à l'international. Les langues, et l'anglais notamment, sont toujours considérées comme des matières, à défaut de mineures, pas aussi importantes que d'autres matières. Je pense que c'est une erreur considérable. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la capacité à parler plusieurs langues, en tout cas de maîtriser l'anglais parfaitement, est un atout considérable. Et au-delà de la langue, je pense qu'il y a cette dimension d'enseignement qui n'est pas vraiment traitée sur justement l'intérêt culturel. Je pense que il faut qu'on apprenne, j'allais dire, à ne pas mépriser d'autres cultures. Le terme est peut-être un peu fort, mais parfois on n'en est pas loin. Je pense qu'il faut qu'on apprenne. Et on revient à l'histoire. Pourquoi je me passionne pour ce podcast avec Franck Ferrand et pourquoi l'idée m'a plu dès le début? Parce que c'est un moyen pour les adultes, mais aussi et surtout pour moi, pour les jeunes générations, de leur redonner le goût de l'histoire, de leur redonner le goût et qu'ils comprennent mieux ce qu'est le leadership, comment des hommes et des femmes peuvent réellement transformer les choses. Eh bien, je pense que si on apprend ça, on réapprend ça, je pense qu'on va donner une autre dimension aux entreprises, parce qu'on aura des jeunes qui vont les intégrer avec cette idée-là que le poids du passé compte et que ça n'est pas rien. Donc moi je crois que l'aspect culturel, c'est pas juste des langues, c'est le poids du passé, c'est l'histoire, c'est ce qui fait que nous sommes uniques justement. Un Français n'est pas un Allemand n'est pas un Japonais, chacun a sa culture, mais toutes sont respectables. Faut qu'on apprenne en fait finalement à se respecter mutuellement pour travailler en équipe. C'est la seule solution. C'est pas ce que nous faisons en réalité, je crois. Ça a beaucoup changé, je pense vraiment, parce que de toute façon les entreprises n'ont pas le choix, elles sont internationales. Mais si on veut demain que la France continue à générer des entreprises qui rayonnent, il faut qu'on se donne les moyens. Oui. Et puis peut-être effectivement que d'avoir plus de diversité dès l'école va permettre d'avoir un peu plus d'ouverture aussi sur la dimension interculturelle dont vous parlez. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir, un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci Chloé. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site authentictalent.fr. Suivez-nous sur notre site authentictalent.fr ou sur notre page LinkedIn. À très vite, au revoir.